Imagine un instant que tout ce que vous percevez comme réalité n'est qu'une couche superficielle, une apparence, un voile soigneusement maintenu pour cacher quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus ancien et profondément transformateur. Et si votre esprit n'était pas seulement un espace où surgissent des pensées, mais un portail, un accès silencieux à des niveaux de conscience qui sont restés cachés pendant des siècles. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment une femme a osé révéler quelque chose que beaucoup ont considéré comme impossible, que la conscience humaine n'est pas un simple produit du cerveau, mais une carte vivante, une structure interne qui connecte l'être humain à l'univers lui-même. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez quelque chose d'inquiétant. Pourquoi cette carte n'explique pas seulement qui vous êtes, mais à quel niveau de conscience vous pourriez vivre en ce moment, et pourquoi presque personne n'est préparé à y faire face. Avant de continuer, je veux vous inviter à faire quelque chose de simple. Écris dans les commentaires. Ma conscience commence à se souvenir. Et si en entendant ces mots, tu sens que quelque chose de profond en toi bouge, si tu perçois que cet enseignement mérite d'être soutenu, tu peux soutenir cet espace par un super chat, comme un geste conscient pour maintenir cette énergie vivante. Maintenant, respire. Car ce que tu es sur le point de découvrir n'est pas seulement du savoir, c'est un miroir. Elena Petrovna Blavatsky ne parlait pas depuis la théorie abstraite, ni depuis la spéculation philosophique de salon. Ce qu'elle a transmis provenait, selon ses propres écrits et selon le témoignage de ceux qui l'ont connue de près, d'un courant souterrain de sagesse qui existait bien avant que l'Occident ne commence à formuler ses premières questions systématiques sur l'esprit, l'âme et la nature de la réalité. Une tradition qui ne se transmettait pas dans des livres publics ni dans des académies ouvertes, mais dans des espaces d'initiation où le savoir était délivré uniquement à ceux qui avaient développé la capacité intérieure de le recevoir, sans le déformer, sans le banaliser, sans le réduire à un outil de l'ego. Ce n'était pas un secret gardé par cupidité ni par contrôle, mais par un profond respect envers la nature même du savoir. Car il existe des vérités qui, reçues sans la préparation adéquate, n'illuminent pas l'être humain. Elles le confondent, elles le déséquilibrent, ils l'amènent à construire sur des fondations qui ne sont pas encore suffisamment solides pour soutenir ce qui y est déposé. Et Blavatsky comprenait cela avec une clarté que peu de ses contemporains pouvaient apprécier. C'est pourquoi son œuvre n'était pas un manuel d'instruction spirituelle ni un catéchisme de vérité à mémoriser et à répéter. C'était une invitation codée, écrite en couches de signification, délibérément conçue pour révéler différents niveaux de compréhension selon la profondeur à laquelle elle était lue. Quelqu'un qui la lit à la recherche d'informations historiques trouve des informations historiques. Quelqu'un qui la lit avec une véritable inquiétude philosophique trouve quelque chose de complètement différent. Et quelqu'un qui la lit dans un état d'ouverture intérieure réel trouve quelque chose qui transcende toute catégorie intellectuelle. Dans son œuvre majeure, La doctrine secrète, publiée en 1888 après des années de recherche, de voyage et de travail avec des sources qu'elle-même admettait ne pouvoir révéler complètement, elle décrivit quelque chose que peu de traditions avaient osé articuler avec autant de précision et dans un langage si accessible à la pensée moderne, que la conscience humaine n'est pas unique, elle est multiple, interconnectée, hiérarchique. Une architecture invisible qui soutient simultanément chaque pensée, chaque émotion, chaque impulsion et chaque expérience que l'être humain considère comme sienne et qui opère sur des plans de réalité qui se superposent sans s'annuler, comme des couches d'un même tissu qui vibrent à différentes fréquences. Pour Blavatsky, l'être humain n'était pas simplement un corps qui a une âme. C'était une combinaison de 7 principes actifs qui opéraient sur différents plans d'existence en même temps, chacun avec sa propre nature, sa propre fonction et sa propre capacité évolutive. Le premier de ces principes était le corps physique dense, le véhicule visible, périssable, l'instrument le plus externe de la conscience. Mais immédiatement au-delà de ce corps visible, existait ce qu'elle appelait le double éthérique, ou linga sharira, un champ subtil d'énergie vitale, qui agit comme un moule et comme un pont entre la densité de la matière et les plans plus raffinés de l'existence. Ce corps éthérique n'est ni une métaphore, ni une projection symbolique.
Dans le système théosophique, c'est un véhicule fonctionnel qui permet à l'énergie vitale de circuler dans l'organisme physique et qui maintient la cohérence structurelle de l'être humain au-delà de la simple biologie. Au-delà du corps éthérique, Blavatsky décrivait le plan de Kama ou désir, le siège des impulsions instinctives, des émotions primaires, des réactions automatiques face au plaisir et à la douleur. Voici le territoire où la plupart des êtres humains passent la majeure partie de leur vie intérieure, répondant à des impulsions, poursuivant des sensations agréables, fuyant les désagréables, construisant une identité à partir de préférences et d'aversions qui se répètent comme des schémas de plus en plus profondément ancrés. Ensuite venait l'esprit inférieur ou Kama Manas, le lieu où résident les pensées conditionnées, les croyances héritées, le raisonnement qui opère dans des cadres préétablis, la personnalité construite couche par couche à partir de l'expérience accumulée, la peur et le désir d'approbation sociale. Cet esprit est extraordinairement habile. Il peut résoudre des problèmes complexes, il peut créer de l'art, il peut construire des civilisations. Mais il opère toujours dans les limites du connu, dans l'horizon de ce qui a déjà été expérimenté ou transmis culturellement. On ne peut pas voir au-delà de ses propres limites car ses propres limites sont la limite de ce qu'il reconnaît comme réel. Et dans un registre complètement distinct, séparé des principes précédents par une différence qualitative et non seulement quantitative, existait l'esprit supérieur ou manas pur, la capacité de raisonnement abstrait véritable, de compréhension symbolique profonde, de vision qui transcende les conditionnements personnels et peut accéder à des principes universels. Au-dessus de cet esprit supérieur, le bouddhi, qui dans la pensée théosophique ne désigne pas une forme d'intelligence rationnelle mais quelque chose de radicalement différent, l'intuition pure, la perception directe de la réalité sans la médiation de la pensée linéaire, la capacité de connaître sans processus discursif, de comprendre sans raisonner étape par étape. Et au sommet absolu de cette architecture intérieure, Atma, l'étincelle divine, la présence silencieuse qui n'appartient pas à l'individu comme propriété personnelle mais à l'univers lui-même, qui habite dans l'être humain comme un éclat de l'absolu logé temporairement dans le relatif, comme un fragment d'infini contenu dans une forme finie. Ce modèle, loin d'être une invention de Blavatsky, trouve des résonances extraordinairement précises dans des traditions complètement indépendantes les unes des autres. Les Upanishads de l'Inde ancienne décrivaient les 5 koshas ou enveloppes de l'être humain avec une correspondance surprenante avec les principes théosophiques. Le yoga classique de Patanjali articulait la nature des corps subtils et les obstacles qui empêchent l'être humain de reconnaître sa nature essentielle. La Kabbale juive décrivait les 4 mondes de l'existence et les différents niveaux de l'âme humaine avec une structure qui reflète la même compréhension fondamentale. Le néoplatonisme de Plotin articulait une hiérarchie de l'être allant de la matière dense jusqu'à l'un absolu, traversant des plans intermédiaires d'âme et d'esprit universels. Le soufisme islamique décrivait les différents cœurs ou centres de perception de l'être humain et le processus de raffinement spirituel comme une ouverture progressive vers des registres plus profonds de la réalité. Différentes cultures, différentes langues, différents siècles, différentes géographies, pointant avec une remarquable cohérence vers la même architecture interne de l'être humain. Ce que Blavatsky a fait, c'est synthétiser ces courants dispersés et les articuler dans un langage qui puisse résonner avec l'esprit occidental moderne, orienté scientifiquement et philosophiquement exigeant, sans trahir la profondeur des sources originales. Mais ici émerge la première question véritablement troublante. Si cette carte a existé si longtemps, si elle a été préservée avec tant de soin à travers des civilisations entières, si elle se reflète dans des traditions si distinctes et géographiquement séparées qu'elles n'ont pas pu se copier les unes les autres, pourquoi la civilisation contemporaine vit-elle si complètement à l'écart d'elle? Pourquoi l'être humain moderne, avec tout son accès à l'information, avec tous ses outils technologiques, avec toute sa capacité de communication globale, ignore-t-il encore sa propre architecture intérieure? La réponse que Blavatsky offrait était directe, honnête et sans concession facile. Ce n'est pas que la connaissance ait été effacée par des conspirations extérieures. Ce n'est pas qu'elle ait été supprimée par des pouvoirs intéressés à maintenir l'humanité dans l'ignorance. C'est quelque chose de plus simple et plus difficile à accepter en même temps.
c'est que reconnaître cette carte oblige à une transformation que la plupart ne sont pas disposés à traverser, car cela implique de remettre en question la seule identité qu'ils connaissent. Comprendre que tu es plus que ta personnalité implique d'être prêt à la remettre en question. Comprendre qu'il existe un esprit supérieur implique d'admettre que l'esprit ordinaire n'est ni suffisant ni souverain. Comprendre qu'il y a une étincelle divine en toi implique d'assumer une responsabilité sur ta propre évolution que aucune autorité externe, aucun maître, aucune institution religieuse, aucune tradition ne peut assumer à ta place. Et ce poids de responsabilité radicale est profondément inconfortable pour un esprit qui a appris à chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Écris dans les commentaires, à l'intérieur de moi existe une ancienne carte. Et si tu sens que cette idée résonne en toi d'une manière qui va au-delà des mots, tu peux soutenir cet enseignement par un super chat, comme celui qui protège une flamme qui commence à s'allumer. Il y a quelque chose que des millions de personnes vivent en silence pendant des années, parfois pendant des décennies entières, et qu'elles savent rarement nommer avec la précision qu'elles méritent. Ce n'est pas une tristesse clinique, bien que cela y ressemble parfois suffisamment pour prêter à confusion. Ce n'est pas une solitude sociale, bien qu'elle l'accompagne fréquemment. Ce n'est pas une insatisfaction face à des circonstances spécifiques qui pourraient se résoudre en changeant de travail, de ville ou de relation. C'est quelque chose de plus profond, de plus persistant, de plus difficile à localiser avec précision, car il n'y a pas de cause externe claire à pointer. C'est une inquiétude qui demeure même lorsque les circonstances externes s'améliorent. Une sensation que la vie, telle qu'elle est habituellement vécue, ne parvient pas à toucher quelque chose qu'elle devrait toucher. Comme s'il existait une fréquence intérieure qui attend d'être accordée et qu'aucune activité superficielle ne parvient réellement à atteindre. Blavatsky reconnaissait cet état avec une lucidité que peu de traditions de son époque pouvaient égaler et ne le cataloguait ni comme une pathologie, ni comme un défaut de caractère, ni comme une conséquence de circonstances adverses. Elle le reconnaissait comme un signe d'intelligence intérieure, comme la manière dont la conscience, lorsqu'elle a suffisamment évolué pour percevoir la distance entre ce qui est et ce qui pourrait être, génère une tension créative qui se ressent subjectivement comme un malaise. Tout comme le système nerveux génère une douleur physique, non pas pour détruire l'organisme, mais pour l'alerter sur un déséquilibre qui nécessite une attention urgente. La conscience génère une inquiétude spirituelle, non pas pour punir l'être humain, mais pour lui indiquer qu'il opère bien en dessous de son potentiel réel, qu'il utilise seulement une fraction de ce qu'il est réellement. Qu'il existe des plans entiers de sa propre nature qui restent inexplorés, non développés, voire même non reconnus comme existants. Le problème central que ce système de pensée identifie avec une précision chirurgicale est l'identification. L'esprit inférieur, ce territoire de désir, de peur, d'habitudes automatiques et de réactions conditionnées par des années d'expérience accumulées, a une tendance extraordinairement puissante à se présenter devant la conscience comme le moi complet, non pas comme une partie du moi, ni comme un instrument du moi, mais comme le moi dans sa totalité. À convaincre l'être humain, d'une manière si subtile qu'elle est rarement perçue comme un endoctrinement, que ses pensées sont lui-même, que ses émotions le définissent complètement, que son histoire personnelle est ce qu'il est vraiment au niveau le plus fondamental. Et cette identification, maintenue pendant des années et constamment renforcée par une culture qui la remet rarement en question et la célèbre souvent, produit un état de contraction interne qui est complètement invisible pour celui qui le vit parce qu'il est devenu sa seule référence de normalité. Dans cet état contracté, le monde est expérimenté de manière très spécifique et très prévisible. Les relations génèrent une anxiété chronique car elles dépendent de l'approbation et de la validation des autres pour soutenir une identité qui, au fond, est perçue comme fragile, comme une construction qui pourrait s'effondrer si le soutien extérieur se retire. Le travail génère un vide progressif, car aucun accomplissement externe, aucun titre, aucune reconnaissance, aucun chiffre sur un compte bancaire ne peut combler la distance entre la personne que l'on croit être et l'immensité de ce que l'on est réellement.
La spiritualité superficielle génère une frustration répétée car elle offre un réconfort émotionnel sans transformation réelle, un soulagement temporaire, sans compréhension authentique des causes de l'inconfort, des techniques sans compréhension de la structure dans laquelle ces techniques opèrent. Et ainsi, la vie devient un cycle qui se répète avec des variations de décor, mais avec une structure interne étonnamment constante. Chercher quelque chose qui soulage l'inquiétude, le trouver, sentir que cela fonctionne pendant un certain temps, voir comment l'effet se dissipe progressivement et recommencer à chercher. Non pas parce que l'être humain est incapable de grandir ni parce que la croissance est impossible, mais parce qu'il cherche dans la mauvaise direction, cherchant à l'extérieur, dans les circonstances, dans les relations, dans les réalisations, dans les systèmes de croyances, quelque chose qui ne peut être trouvé qu'en allant à l'intérieur, avec une honnêteté radicale et soutenue que la plupart n'ont jamais pratiquée, parce qu'on ne leur a jamais appris que c'était possible. Ce que Blavatsky ajoutait à cette compréhension était une dimension que peu de traditions articulaient avec sa clarté et son rigorisme. Que la déconnexion de l'être humain n'est pas seulement psychologique, ni seulement existentielle, mais littéralement cosmologique. Que l'être humain n'est pas seulement déconnecté de ses propres couches les plus profondes, mais des plans supérieurs de sa propre constitution multidimensionnelle. Que le corps éthérique, affaibli par des décennies de vie vécues inconsciemment, ne transmet pas correctement l'énergie vitale vers le plan physique. Que l'esprit inférieur, surchargé d'histoires personnelles et de peurs accumulées, bloque le flux naturel de l'esprit supérieur empêchant sa compréhension plus large et plus sereine d'atteindre la conscience quotidienne. Que l'ego construit sur la survie et la reconnaissance sociale empêche la reconnaissance de l'âme et de sa nature essentiellement libre. Et que toute cette pression accumulée, tout cet univers intérieur qui pousse de l'intérieur contre les murs d'une identité trop étroite pour le contenir, produit exactement le type d'angoisse diffuse, persistante et inexplicable que tant de personnes ressentent sans pouvoir en indiquer clairement l'origine. Mais ce que Blavatsky ne faisait pas, c'était s'arrêter au diagnostic sans offrir une compréhension de la direction correcte. Parce que dans son système de pensée, reconnaître le problème fait déjà partie de la solution. La capacité de percevoir la distance entre ce que l'on est et ce que l'on pourrait être n'est pas un signe d'échec spirituel. C'est une preuve de développement. Seule une conscience suffisamment sensible peut ressentir la tension entre la chenille et le papillon, car elle perçoit que les deux existent. Et cette tension, loin d'être un obstacle sur le chemin, est le chemin lui-même prenant conscience de sa propre direction. Il y a en outre une dimension collective de ce problème que Blavatsky signalait avec une clarté particulièrement pertinente aujourd'hui. Elle observait que les époques où l'humanité vit le plus déconnectée de sa nature spirituelle sont précisément celles où le matérialisme, non pas en tant que pratique économique, mais en tant que cadre philosophique qui réduit la réalité à ce qui est physiquement mesurable, devient dominant. À cette époque, le malaise spirituel n'affecte pas seulement les individus sensibles en quête de quelque chose de plus. Il devient une condition collective, une souffrance partagée qui prend d'innombrables formes extérieures, de la violence sociale à la dépression généralisée, du nihilisme culturel à l'incapacité de maintenir des relations profondes et authentiques, et qui ne peut être résolue par aucune politique, aucune technologie, ni aucune réorganisation sociale tant qu'elle n'est pas abordée à sa racine, qui est toujours la relation de l'être humain avec lui-même et avec la nature de sa propre conscience. Écris dans les commentaires. Je suis prêt à observer mon intérieur. Et si tu sens que ce message touche quelque chose de réel dans ton expérience d'une manière qui transcende le simplement intellectuel, tu peux offrir un super chat comme un échange conscient et un geste de gratitude sincère envers cette quête intérieure. Ce que Blavatsky a révélé dans le noyau le plus profond de son enseignement n'était pas une doctrine religieuse à adopter par foi, ni un système philosophique à évaluer par cohérence logique. C'était quelque chose de considérablement plus perturbant pour l'esprit ordinaire, une affirmation sur la nature même de la perception qui, si elle est réellement comprise et non seulement intellectuellement saisie, change tout depuis sa racine. Elle soutenait avec une clarté qui ne laissait pas de place pour des interprétations confortables que la réalité que l'être humain expérimente n'est pas la réalité en elle-même. C'est la réalité filtrée, interprétée, construite activement par le niveau de conscience depuis lequel on observe.
non pas comme une idée philosophique que l'on peut contempler à distance sans que cela n'affecte la vie quotidienne, mais comme un fait fonctionnel avec des conséquences directes et immédiates sur chaque expérience, chaque relation, chaque décision et chaque souffrance que l'être humain traverse. Considérez cela avec l'attention qu'il mérite. Deux personnes traversent exactement la même perte, la même rupture, le même échec, la même maladie, la même trahison. L'une l'expérimente comme une destruction irréparable, comme une preuve définitive que le monde est hostile, que la vie est injuste et que la souffrance est l'état naturel de l'existence humaine. L'autre l'expérimente comme un seuil, comme une dissolution nécessaire de quelque chose qui ne servait plus au développement de sa conscience, comme une ouverture douloureuse mais légitime vers quelque chose qui ne peut encore être vu clairement mais qui est perçu comme réel. Ce n'est pas que l'une soit émotionnellement plus forte ni moins sensible à la douleur. Ce n'est pas que l'une ait de meilleures circonstances de vie, ni plus de ressources externes. C'est qu'elles observent depuis des points radicalement différents de la carte de la conscience. Et depuis différents points de la carte, la même expérience objective génère des réalités subjectives complètement différentes, avec des conséquences complètement différentes sur la santé, les relations, les décisions et le cours général de la vie. Ce principe a une implication que la plupart mettent du temps à assimiler complètement, car il contredit l'un des postulats les plus profondément ancrés de la culture contemporaine, que changer la réalité extérieure sans changer le niveau de conscience à partir duquel elle est perçue ne produit pas de transformation réelle. Cela produit une variation superficielle. Le décor change, les personnages changent, les circonstances changent. Mais le schéma fondamental de l'expérience reste avec une constance étonnante, parce que le schéma n'est pas dans le monde, il n'a jamais été dans le monde, il est dans la structure interne de l'observateur. Et tant que cette structure ne change pas, le monde continuera à générer les mêmes expériences sous des noms et des formes différentes. Blavatsky a également révélé quelque chose sur la nature du temps et de l'évolution qui était radicalement différent de tout ce que la pensée occidentale de son époque considérait comme possible ou sensé. Elle ne concevait pas l'évolution comme un processus purement biologique d'adaptation progressive des organismes à des environnements changeants, ni comme un progrès linéaire et inévitable du plus simple au plus complexe. Elle la décrivait comme un processus d'expansion progressive de la conscience, un retour graduel et pleinement conscient vers la source dont tout a émané à l'origine, un voyage de retour dans lequel chaque être humain représente un point unique et irrépétable de ce retour universel. Dans cette vision, l'univers n'est pas une machine aveugle se produisant elle-même selon des lois mécaniques sans but ni direction. C'est la conscience s'explorant elle-même à travers des formes de plus en plus complexes et réceptives, cherchant à se connaître à travers l'infinie variété de ses propres expressions. Et l'être humain, dans ce schéma grandiose et profondément digne, n'est pas le produit accidentel et sans but de forces matérielles qui ont collisionné dans des combinaisons favorables. C'est le point de basculement de l'univers, l'endroit précis où la matière devient suffisamment organisée, suffisamment complexe, suffisamment raffinée pour commencer à se reconnaître comme conscience, pour commencer à se demander ce qu'elle est, pourquoi elle existe, ce que signifie exister. Cette compréhension a un poids qui dépasse de loin la philosophie abstraite. Si l'être humain est littéralement l'univers se reconnaissant lui-même, alors le développement spirituel n'est pas un luxe pour des personnes avec du temps libre et une stabilité économique. Ce n'est pas une activité optionnelle qui peut être ajoutée à la vie lorsque les circonstances le permettent. C'est la raison d'être de l'existence humaine, c'est le but vers lequel toute l'histoire personnelle, avec ses douleurs et ses joies, avec ses échecs apparents et ses réussites réelles, avec ses pertes et ses gains, pointe de manière constante et inéluctable, bien que cela soit rarement perçu ainsi depuis la surface de l'expérience quotidienne. Blavatsky articulait également quelque chose sur la nature du karma qui différait significativement des interprétations populaires simplifiées. Dans sa vision, le karma n'était pas un système de punition et de récompenses cosmiques administrées de l'extérieur, une sorte de comptabilité universelle qui enregistre mérites et dettes. C'était l'expression d'une loi de cohérence interne, selon laquelle la conscience attire inévitablement les expériences qui correspondent au niveau à partir duquel elle opère. Non pas comme punition, ni comme récompense,
mais comme conséquence directe et naturelle de la résonance entre l'état intérieur de l'être humain et la réalité que cet état peut percevoir et créer. Cette compréhension du karma comme loi de conscience et non comme loi de compensation morale transforme complètement la manière dont on comprend la souffrance. La souffrance n'est pas une punition, c'est une information. C'est la carte indiquant avec précision l'endroit exact où la conscience opère encore à partir d'un niveau qui ne correspond pas à ce qu'elle est réellement. C'est la réalité, étant complètement honnête sur l'état actuel de l'observateur. Et ici surgit la partie la plus inconfortable et en même temps la plus libératrice de la révélation de Blavatsky. Ascendre dans la carte de la conscience ne se fait pas en accumulant des informations spirituelles, en complétant des cours de développement personnel, en lisant plus de livres, en adoptant plus de pratiques ou en s'identifiant à des communautés spirituelles qui renforcent une image positive de soi. Cela se réalise à travers une seule chose qui a des formes infinies, lâcher prise. Lâcher prise de l'identité construite couche par couche sur la peur et le besoin d'approbation. Lâcher les certitudes qui ont servi de refuge pendant des années, mais qui ne correspondent plus à ce qui est réellement perçu comme vrai. Lâcher les histoires qui expliquent qui vous êtes à partir de ce qui vous est arrivé, au lieu de reconnaître ce qui demeure inchangé sous chaque histoire. Lâcher même l'image spirituelle de soi, cette construction particulièrement subtile et particulièrement résistante que l'ego construit précisément en utilisant le langage et les concepts du chemin spirituel pour se perpétuer sous une forme plus raffinée. Chaque niveau plus profond de la carte exige une mort symbolique, une dissolution de quelque chose qui semblait solide et indispensable. Et c'est pourquoi, bien que la direction du chemin soit lumineuse, bien que chaque pas vers l'intérieur produise finalement une liberté qui était auparavant impossible à imaginer, chaque pas en lui peut initialement se sentir comme une perte avant de se sentir comme une libération. Comme l'arbre qui doit perdre ses feuilles avant que de nouvelles feuilles puissent pousser. Non pas parce que la nature soit cruelle, mais parce que le renouvellement authentique nécessite de l'espace. Et l'espace n'apparaît que lorsque quelque chose qui l'occupait est parti. Écris dans les commentaires « Je suis prêt à lâcher ce qui me limite ». Et si tu sens que cette révélation mérite d'être soutenue et partagée, tu peux soutenir cette chaîne par un super chat comme une manière consciente de maintenir cet enseignement en vie. Ce que vous allez pratiquer maintenant n'est pas une technique de relaxation conçue pour apaiser le système nerveux, ni un exercice de visualisation créative destiné à générer des états émotionnels positifs. C'est quelque chose de plus fondamental, plus ancien et plus précis que toute technique contemporaine de bien-être. C'est le premier mouvement réel sur la carte de la conscience que Blavatsky a décrite. Le mouvement depuis l'identification totale avec le contenu de l'esprit vers la capacité d'observer ce contenu depuis un espace qui ne se confond pas avec lui. Le mouvement depuis le personnage qui vit l'histoire vers le témoin silencieux qui l'observe sans se perdre en elle. Depuis le courant de pensée vers la rive depuis laquelle ce courant peut être vu. Depuis l'identification continue et inconsciente vers la présence consciente et libre. Cela ne nécessite aucun objet externe. Cela ne nécessite aucun rituel élaboré avec des éléments symboliques. Il n'est pas nécessaire d'avoir médité pendant des années, ni d'avoir des connaissances préalables dans une tradition spirituelle. Il suffit de prendre une décision qui, bien que simple dans son énoncé, est profondément contre-culturelle par sa nature. La décision d'interrompre volontairement, même pour un instant, le flux automatique et ininterrompu de l'existence habituelle. De cesser de faire pour simplement être. De cesser de courir vers la prochaine pensée, pour découvrir ce qu'il y a quand le mouvement s'arrête. Le premier pas est l'arrêt. Non pas l'arrêt physique de celui qui reste immobile par force majeure ou par épuisement, mais l'arrêt interne délibéré de celui qui décide consciemment de mettre en pause l'impulsion constante de l'esprit réactif. Fermez les yeux si l'environnement le permet. Si ce n'est pas possible, adoucissez simplement votre regard et retirez votre attention du monde extérieur. Respire lentement, non pas dans le but de produire de la relaxation, mais dans le but précis d'ancrer la conscience dans le moment présent. Car l'esprit inférieur, sans ancre dans le maintenant, vit habituellement dans deux lieux qui ne sont pas le présent, dans le passé qu'il se remémore, analyse
déplore ou idéalise, et dans le futur qu'il planifie, anticipe, craint ou désire. Et l'observateur, cette conscience plus profonde que Blavatsky décrivait comme le point de contact entre la personnalité et l'âme, ne peut être activée que depuis la seule coordonnée temporelle qui existe réellement, le maintenant. Le deuxième pas est l'observation de la pensée. Depuis cet état de présence ancré dans le moment actuel, dirigez votre attention vers les pensées qui émergent en cet instant. N'essayez pas de les arrêter. N'essayez pas de sélectionner celles qui vous semblent acceptables et de rejeter celles qui vous semblent inappropriées. Ne lutte contre aucun d'eux et n'essaie pas de produire un état d'esprit vide qui serait en soi une autre pensée, un autre objectif de l'esprit inférieur cherchant à contrôler sa propre activité. Regarde simplement. Observe avec la même attitude calme que tu aurais en regardant des nuages se déplacer dans le ciel un jour d'été, sans qu'ils aient besoin d'être d'une forme particulière, sans préférence pour les blancs sur les sombres, sans nécessité d'intervenir dans leurs mouvements. Note que les pensées apparaissent, restent pendant une période variable de temps puis se dissolvent ou sont remplacées par d'autres. Note que tu ne les produis pas consciemment, qu'elles arrivent seules d'un endroit que tu ne contrôles pas complètement, qu'elles s'en vont seules lorsque leur élan s'épuise. Et note quelque chose qui est crucial pour comprendre ce qui se passe dans cet exercice, que pendant que tu observes les pensées, tu n'es pas les pensées. Il y a une distance perceptible, même si elle est petite au début, entre ce que tu penses et ce que tu observes, que tu es en train de penser. Cette distance, cet espace entre le contenu et l'observateur, aussi petit qu'il puisse paraître en ce moment et aussi difficile qu'il soit de le maintenir sans que l'esprit ne s'effondre à nouveau dans l'identification, est l'entrée dans la carte. C'est la fissure dans l'armure de l'ego, à travers laquelle commence à filtrer la lumière des plans supérieurs de la conscience. La troisième étape est l'observation de l'émotion. Sans sortir de l'état d'observation que tu as commencé à établir, dirige doucement ton attention vers le champ émotionnel, vers ce que tu ressens en ce moment, pas ce que tu penses de ce que tu ressens, mais la texture directe de l'expérience émotionnelle. Peut-être qu'il y a une tension quelque part dans le corps qui correspond à une préoccupation non résolue. Peut-être qu'il y a une inquiétude sous-jacente sans cause apparente. Peut-être qu'il y a des résonances de quelque chose qui s'est produit aujourd'hui et qui n'a pas encore été complètement traité. Peut-être qu'il y a du calme. Peut-être qu'il y a un mélange complexe de plusieurs expériences émotionnelles coexistantes, simultanément sans s'annuler. Ce qui importe, ce n'est pas le contenu émotionnel spécifique, mais le développement de la capacité à l'observer sans que l'identification à celui-ci soit totale et immédiate. Les émotions, dans le système de Blavatsky, appartiennent au plan de Kama, le plan du désir et de la réaction. Elles sont réelles à leur niveau. Elles sont puissantes dans leur influence. Elles contiennent des informations véritablement précieuses sur l'état intérieur lorsqu'elles sont observées avec attention plutôt que de simplement réagir à partir d'elles. Mais elles ne sont pas le moi essentiel. Ce sont des expériences qui se produisent dans un espace de conscience beaucoup plus large qu'elles. Ce sont des vagues dans un océan qui ne devient pas vague lorsqu'une vague passe. Le quatrième pas introduit une question qui ne cherche pas de réponse conceptuelle et qui, précisément pour cette raison, opère d'une manière qu'aucune question ordinaire ne peut opérer. Depuis l'espace d'observation que tu as établi, demande-toi en silence intérieur, qui observe tout cela? Ne réponds pas avec des mots, ne développe pas une théorie philosophique sur la nature du soi, ne recours pas à des réponses apprises de quelque tradition que ce soit. Permets simplement à la question de s'ouvrir en toi comme un espace qui s'étend, comme une pièce dont les murs s'élargissent, comme une question qui pour la première fois a suffisamment d'espace pour résonner sans être immédiatement clôturée par une réponse préfabriquée. Car cette question, maintenue sans réponse forcée, sans besoin de résolution intellectuelle immédiate, produit quelque chose que nulle explication ne peut produire. Un mouvement direct de la conscience vers le témoin silencieux qui habite au centre de toute expérience. Dans l'architecture théosophique, ce témoin est l'expression fonctionnelle du manas supérieur, de l'esprit qui peut s'observer lui-même précisément parce qu'il n'est pas complètement enfermé dans son propre contenu. C'est le point d'articulation entre la personnalité construite et l'âme qui la transcende.
Et contacter cet espace, même si c'est pour un instant fugace, même de manière imparfaite et avec des interruptions fréquentes, c'est commencer à parcourir la carte de l'intérieur plutôt que de l'étudier de l'extérieur. Le 5e pas est la permanence dans cet espace d'observation pure pendant le temps que tu peux le maintenir de manière naturelle, sans effort forcé qui serait en soi une activité supplémentaire de l'esprit inférieur. Sans identité soutenue activement, sans histoire active qui raconte qui tu es, ce qui t'est arrivé et où tu vas, sans agenda de quelque nature que ce soit. Seulement la présence qui observe, silencieuse, sans juger ce qu'elle voit comme bon ou mauvais, sans rejeter aucune expérience ni s'accrocher à aucune, sans regretter le passé ni anticiper l'avenir, complètement présente dans cet instant qui est le seul instant qui existe. Ce n'est ni indifférence ni détachement pathologique. C'est précisément le contraire, c'est une attention si complète, si intègre, sinon divisée entre l'observateur et l'observé, qu'elle n'a pas besoin de modifier ni d'améliorer quoi que ce soit pour être complètement présente en cela. Blavatsky décrivait cette capacité comme le premier véritable seuil du développement spirituel authentique. Non pas l'accumulation de vertus morales, ni l'adoption de systèmes de croyances, ni la participation à des rituels externes, mais la capacité de séparer fonctionnellement l'observateur de l'observé, de reconnaître qu'il y a quelque chose à l'intérieur de l'être humain qui peut regarder son propre intérieur sans se perdre en lui, qui peut être conscient de la conscience elle-même. Cette reconnaissance pratiquée régulièrement, sans pression de résultat et sans attente d'illumination immédiate, ne produit pas de changement visible de manière immédiate. Elle produit quelque chose d'infiniment plus durable et plus réel, une réorientation progressive, mais irréversible de toute la structure de la conscience vers sa propre source, une ouverture progressive des plans supérieurs de la carte qui était auparavant scellée par la densité de l'identification inconsciente. Écris dans les commentaires « Je pratique l'observation consciente ». Et si tu sens que cette pratique génère quelque chose de réel en toi, quelque chose qui transcende l'intérêt intellectuel et touche l'expérience directe, tu peux contribuer par un super chat comme un acte de participation consciente dans ce processus collectif d'expansion. Il y a une transformation qui commence à se produire lorsque la pratique de l'observation devient non pas un exercice occasionnel mais une orientation constante de la conscience, et qui ne peut être décrite complètement de l'extérieur car sa nature essentielle est interne, silencieuse et fondamentalement cumulative. Ce n'est pas le type de changement dramatique qui se produit en un moment singulier et spectaculaire d'illumination soudaine, bien que ces moments existent également et fassent aussi partie de la carte. C'est plus semblable à la manière dont une graine se transforme en arbre. Sans un instant identifiable de transformation, sans un moment où l'on puisse dire avec précision qu'elle n'est plus graine et qu'elle est déjà arbre, mais avec une direction sans équivoque, avec une constance de but qui ne s'interrompt ni ne se négocie, avec une force qui provient de quelque chose de plus profond que la volonté personnelle. La première chose qui commence à changer, ce sont les réactions automatiques, et ce changement est perceptible dans la vie quotidienne de manière concrète et vérifiable. Des situations qui auparavant activaient des réponses instantanées de peur, de défense, de contrôle ou d'effondrement émotionnel commencent à trouver un espace entre le stimulus et la réponse où il n'y en avait auparavant aucun. Un espace qui peut être mesuré en fractions de secondes au début du processus, mais qui avec une pratique soutenue devient de plus en plus large, plus habitable, plus rempli de possibilités que la réaction automatique n'aurait jamais pu générer. Cet espace est précisément le territoire de l'observateur que tu as commencé à cultiver. Et dans cet espace réside une forme de liberté qu'aucune circonstance extérieure ne peut donner ni enlever, car elle ne dépend pas de ce qui se passe dans le monde, mais de la capacité développée à ne pas s'identifier complètement avec la réaction que ce qui se passe dans le monde produit. Cette liberté n'est pas de la passivité. Il ne s'agit pas d'indifférence face à la souffrance propre ou celle des autres. C'est la capacité de répondre depuis la compréhension plutôt que de réagir par la peur, d'agir depuis la clarté plutôt que de se mouvoir par la contrainte, de se relier à la réalité depuis un centre qui ne se déstabilise pas avec chaque variation de l'environnement extérieur. Blavatsky appelait ce processus la purification progressive des véhicules inférieurs.
Dans son langage, lorsque la conscience commence à opérer habituellement depuis des niveaux plus élevés de la carte, les plans inférieurs, l'esprit réactif, le champ émotionnel, même la vitalité du corps physique, commencent à répondre d'une manière qualitativement différente. Non pas parce qu'ils sont supprimés, non pas parce qu'ils sont niés ou ignorés dans un acte de dissociation spirituelle mal comprise, mais parce qu'ils reçoivent une qualité d'attention complètement différente. Une attention qui ne nourrit pas les schémas inconscients avec l'énergie de l'identification, mais qui les éclaire avec la clarté de l'observation. Et ce qui est complètement illuminé, ce qui est vu avec une transparence totale sans le voile de l'histoire personnelle ni des jugements conditionnés, perd progressivement le pouvoir qu'il avait lorsqu'il opérait dans l'obscurité de l'inconscient. La seconde chose qui commence à se transformer est la relation au temps. Et ce changement est peut-être le plus surprenant pour ceux qui l'expérimentent, car il contredit profondément l'expérience habituelle. Ceux qui développent cette capacité d'observation avec constance décrivent une expérience progressive d'une plus grande présence qui ne ressemble à rien d'autre qu'ils aient vécu auparavant. Le passé, avec tout son poids de souvenirs douloureux, de regrets non résolus et d'identités construites sur des récits de souffrance ou de réussite, cesse d'être une présence active et dominante dans la conscience quotidienne. Non pas parce qu'on le réprime ni parce qu'on l'oublie, mais parce que l'attention cesse de l'alimenter de manière compulsive avec le combustible de la rumination répétée. Et le futur, avec toute sa capacité à générer de l'anxiété anticipatoire, à remplir le présent de préoccupations sur ce qui pourrait se produire ou non, cesse d'être une source constante et inépuisable de tension parce que la conscience apprend progressivement à habiter le présent avec une suffisance qui ne nécessite pas de contrôler ce qui viendra. Dans ce présent habité avec une plénitude croissante, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire que aucune description ne peut transmettre complètement. La vie devient plus riche, plus vivante, plus texturée, plus pleine de sens, sans que rien dans les circonstances externes ait nécessairement changé. Le même petit déjeuner, la même rue, la même conversation quotidienne acquièrent une qualité de présence qui était auparavant impossible à percevoir, car l'attention était complètement absorbée par le passé dont elle se souvenait ou le futur qu'elle anticipait. La troisième chose, et dans la perspective de Blavatsky, la plus profonde et la plus significative de tous les changements que produit la pratique soutenue de l'observation consciente, est ce qu'elle décrivait comme l'éveil progressif de l'intuition supérieure ou buddhi actif. Cet éveil ne se produit pas de manière abrupte, ni ne produit des états spectaculaires qui peuvent être exhibés ou facilement partagés. Il se manifeste comme un raffinement progressif de la perception, une purification graduelle des filtres à travers lesquels la réalité parvient à la conscience. Lorsque l'esprit inférieur se calme suffisamment pour cesser de bloquer avec son bruit constant les registres les plus élevés de la conscience, lorsque l'ego cesse d'intervenir à chaque instant avec son interprétation intéressée de tout ce qui se passe, quelque chose commence à se filtrer qui n'a pas la nature de la pensée ordinaire et qui ne peut être confondu avec elle une fois qu'elle a été expérimentée directement, même une seule fois. Ce n'est pas une idée qui arrive pas à pas en suivant une chaîne logique vérifiable. C'est une compréhension qui apparaît complète, instantanée, directe, sans processus apparent. Une certitude qui n'a besoin ni d'arguments ni de vérification externe, parce qu'elle ne provient pas du raisonnement discursif, mais de la perception directe de ce qui est. Une clarté qui n'est pas produite par la pensée mais qui la précède, qui est présente avant que la pensée ne parvienne à la formuler et que la pensée ne puisse que l'enregistrer, jamais la générer. Dans le système théosophique, cela est appelé buddhi actif, l'intuition comme forme de connaissance véritablement supérieure à l'intellect, comme la manière dont l'esprit supérieur et l'âme communiquent directement avec la conscience lorsque les véhicules inférieurs sont suffisamment purifiés pour ne pas interférer. Et cette capacité, insistait Blavatsky avec une conviction qui traverse toute son œuvre, n'est pas un don exclusif d'êtres exceptionnels choisis par des circonstances spéciales de naissance ou de grâce divine. C'est la nature potentielle de toute conscience humaine qui a atteint un niveau suffisant de développement et de purification intérieure. Ce qui empêche sa manifestation n'est pas un manque de talent spirituel ni une absence de mérite.
C'est exclusivement le bruit constant, persistant et assourdissant d'un esprit complètement identifié à son propre contenu, trop occupé à produire et consommer des pensées, des réactions et des récits pour simplement s'arrêter et percevoir. Le pouvoir secret le plus profond que Blavatsky soulignait, cependant, n'était pas de nature individuelle. Il était de nature collective et avait des implications qui transcendaient complètement l'échelle personnelle du développement spirituel. Elle soutenait, avec une conviction qui trouvait un soutien dans de multiples traditions et que la physique quantique contemporaine commencerait à effleurer un siècle plus tard, que chaque être humain qui développe véritablement sa conscience ne se transforme pas uniquement lui-même. Il transforme le champ de conscience dans lequel les autres vivent. Que l'élévation réelle et authentique de la conscience individuelle agit comme un catalyseur silencieux et invisible pour ceux qui sont en contact avec cette personne, car la conscience n'opère pas dans l'isolement hermétique d'entités séparées, sans aucun contact réel entre elles. Elle opère en résonance constante, dans un champ partagé où chaque élévation véritable modifie les possibilités disponibles pour tous ceux qui participent à ce champ. Comme une cloche qui, en vibrant avec plus de pureté et avec plus d'amplitude, fait vibrer d'autres cloches proches à des fréquences qu'elle ne pouvait auparavant atteindre seule. Dans ce sens large et profond, le travail spirituel authentique n'est jamais un acte égoïste de recherche personnelle déconnecté du monde. Ce n'est pas un retrait de l'engagement envers la réalité collective, mais la forme d'engagement la plus profonde possible envers elle. C'est la contribution la plus réelle qu'un être humain puisse apporter au tissu de la conscience collective de son temps. C'est la seule forme de transformation sociale qui opère depuis la racine, plutôt que de réarranger les conséquences superficielles de causes qui demeurent intactes. Écris dans les commentaires, ma conscience s'élargit. Et si tu sens que cet enseignement a touché quelque chose de vrai en toi qui mérite de grandir et de s'étendre, tu peux envoyer un super chat comme une manière concrète d'élargir cette communauté consciente. Si tu es arrivé jusqu'ici, quelque chose en toi a déjà commencé à bouger d'une manière que tu ne peux peut-être pas encore nommer avec précision, mais que tu reconnais comme réelle. Peut-être est-ce le sentiment que quelque chose que tu savais déjà sans savoir que tu le savais a enfin trouvé les mots dont il avait besoin pour devenir conscient. Peut-être est-ce une nouvelle inquiétude, différente de l'inquiétude d'avant, plus claire, plus orientée, plus semblable à une boussole qu'à un poids. Peut-être est-ce simplement un calme que tu ne t'attendais pas à trouver à la fin de ce parcours. Quelle que soit la forme qu'elle prend en toi, fais-lui confiance. C'est la carte indiquant sa propre existence. La carte de la conscience que Blavatsky a décrite avec tant de précision et de courage n'est gardée dans aucun livre, aucune institution, aucune tradition externe à trouver à l'extérieur. Elle est en toi. Elle a toujours été en toi. Tout ce que les grandes traditions spirituelles de l'humanité ont transmis à travers des millénaires de pratiques et de préservation n'est pas une information sur une réalité lointaine. C'est un miroir pour que l'être humain reconnaisse ce qu'il est déjà dans sa nature la plus profonde. Ce qui change avec le développement de la conscience n'est pas ce que tu es, fondamentalement. C'est la clarté avec laquelle tu perçois ce que tu as toujours été. Ce canal existe précisément pour explorer ces territoires invisibles que la culture contemporaine visite rarement avec la profondeur qu'ils méritent, pour accompagner ceux qui ressentent avec une certitude qui ne peut être argumentée, mais aussi ne peut être ignorée, que la vie a une profondeur et un sens qui vont au-delà de ce que la surface quotidienne montre, pour rassembler dans un espace de respect et de recherche authentique les âmes qui sont en processus d'éveil, qui ne peuvent plus faire semblant que le superficiel est suffisant et qui ne savent pas encore avec exactitude où aller. Si ce message a résonné en vous, si quelque chose dans ces mots a touché quelque chose en vous, que vous reconnaissez comme vrai, même si vous ne pouvez pas encore le justifier complètement, alors vous appartenez déjà à cette communauté de chercheurs. Abonnez-vous et restez proches, car ce n'est que le début d'un parcours beaucoup plus vaste et beaucoup plus profond. Et rappelez-vous toujours dans les moments de clarté et aussi dans les moments de confusion, cette vérité qui traverse tout l'enseignement que nous avons exploré aujourd'hui ensemble. La conscience qui observe est la conscience qui s'éveille. Si vous souhaitez soutenir cet espace et contribuer à ce qu'il continue d'exister et de grandir,
Vous pouvez le faire par un super chat, comme celui qui prend soin de ses propres mains d'un feu sacré pour qu'il continue d'éclairer d'autres qui cherchent encore l'entrée de la carte. Car ce n'est pas la fin de quoi que ce soit, c'est le début de tout.